BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Deux invités ce soir. Tout d'abord le général Patrick Dutart qui est déjà en studio avec nous, général d'aviation. Bonsoir mon général, merci d'être là. Bonsoir Mme Chevrillon. Beaucoup de questions à vous poser parce que pendant que nous parlons du reste, Donald Trump est en train de parler avec le Premier ministre irlandais, mais il donne les indications comme quoi il y a une délégation qui est en train de se rendre en Russie. Donc peut-être que Vladimir Poutine va sortir de son mutisme, on va parler de ça. Jusqu'où Donald Trump peut-il aller pour convaincre le président russe de se plier à ce cessez-le-feu, à cette trêve. Et puis ensuite, c'est Hugues Pernet qui a été le premier ambassadeur de France en Ukraine qui viendra nous expliquer comment lui y voit cette question de garantie de sécurité parce qu'on sait que c'est un des grands enjeux. Et puis après, la grande question que je vous poserai à tous les deux, c'est comment on peut réarmer la France, avec quel outil industriel. Général Patrick Dutart, c'est vrai qu'on est tous en train là, de regarder un peu toutes les télévisions, toutes les déclarations pour voir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Lorsqu'il dit c'est entre les mains de la Russie, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous dit qu'on est en train de passer à une véritable étape supérieure? Absolument. En fait, la clé, l'ouverture de cette étape, c'est hier à Jeddah, lorsque la délégation ukrainienne et la délégation américaine se sont mis d'accord sur des grands principes jusqu'à un cessez-le-feu, une trêve de 3 mois. Alors, d'où ça vient ça c'est qu'il y a plusieurs accords qui ont été faits. Un, les terres rares. On n'a pas trop parlé, mais il va y avoir vraiment un accord sur les terres rares au profit des Américains et au profit du développement de l'Ukraine. C'est comme ça que le président Zelensky l'annonce. Et ça, c'était, à mon sens, le contrat économique, entre guillemets, majeur, qui est extrêmement cher à Trump. Dans la foulée, qu'est-ce qui s'est passé? Le gel, si vous voulez, de l'armement américain au profit des forces ukrainiennes, plus le renseignement, a été stoppé, c'est-à-dire que dès ce matin, les livraisons d'armes américaines ont recommencé. Donc c'était très bien, en tout cas pour les forces ukrainiennes, et c'était très important. Et 3, on est d'accord pour un cessez-le-feu. Alors ce cessez-le-feu de plusieurs mois reconductible. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la balle va être dans le camp russe. Que va répondre Poutine? Ça, c'est la grosse question. Mais c'était ma question que je vous posais. Alors, la question, personne ne sait, vous savez bien depuis 3 ans. Bien sûr. Mais je pense que les Américains ont beaucoup d'atouts en main. Les atouts, c'est est-ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ou pas dans l'OTAN? Ça, c'est un atout ultime. Dès le début, Trump a dit non. Je vous rassure, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, l'Ukraine ne rentrera pas forcément dans l'Europe, il n'y aura aucun soldat en Ukraine. Mais tout ça sont des atouts, vous savez bien, avec Trump, qui peuvent se retourner complètement. C'est-à-dire qu'il va pouvoir parler de ça, la levée des sanctions, c'est quand même très important pour les Russes, le retour éventuellement du président Poutine au G7, des négociations économiques. Oui, alors ça, c'est important parce que ça mine de rien, il y a quelque part un deal entre Poutine et Trump sur l'économie en Russie. Et ça, à mon avis, c'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui va être intéressant. Jusqu'où? Parce que vous parlez des terres rares, l'accord sur les terres rares en Ukraine. Après, il y a toutes les questions sur les hydrocarbures. Tout ce qu'on laissait délaissé sous la contrainte, les industriels, notamment français, et notamment Total Energy. Absolument. Ça, ce sera un peu au départ au détriment de l'Europe. Ça, c'est clair. Maintenant, les robinets sont fermés. On a pu l'observer avec Nord Stream, notamment. Pas complètement, du reste, parce qu'il y a encore du gaz russe qui est importé. Il y a quand même des choses qui passent. Mais ça, c'est aussi une carte dans l'atout des Occidentaux, dans le jeu des Occidentaux. C'est toute la flotte, vous savez, fantôme, qu'on appelle fantôme, 200 à 300 bateaux sous pavillon international et qui acheminent du carburant auprès des destinataires, mais en provenance de Russie. Ça, pour l'instant, l'Occident n'y a pas vraiment prêté attention. C'est facile quand même de prendre une grande attention. Oui, mais alors, moi, il y a une chose que j'aimerais bien que vous nous éclairiez un petit peu notre lanterne, c'est que d'un côté, vous avez Trump qui dit on va avoir une trêve, ça y est, Zelensky, et donc il est revenu en grâce un tout petit peu aux yeux de Donald Trump. Absolument. Les Européens sont là. On a eu cette réunion quand même assez impressionnante hier avec les 33 chefs d'état-major des armées. Ça va de l'Australie à la Turquie, en passant évidemment par les chefs d'état-major européens et puis le britannique. Et puis,
de l'autre côté, vous avez Trump, là, pendant que nous parlons, qui est en train de nous déclarer une guerre commerciale, en nous disant que l'Union européenne est en train à spolier, s'est mal comportée vis-à-vis des entreprises américaines, notamment Apple, qui est condamnée par la Commission européenne, etc. etc. Donc, si vous voulez, on a l'impression qu'il est en guerre un peu avec tout le monde. En même temps, il doit trouver des solutions. Où est la voie de passage? Dans la tête de Trump, c'est aussi compliqué que dans la tête de Poutine. Hein. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un bras de fer commercial avec l'Europe. Donc, c'est notre ennemi, Trump. Il veut pas de nous au sein à la table de négociation, et en même temps, il est en train de nous attaquer sur le plan commercial. Oui, c'est notre adversaire économique. Mais si vous regardez bien, quand même, les Américains sont toujours extrêmement pragmatiques et business first. Et donc, ils sont toujours... vous savez, je me souviens très bien d'une déclaration d'un haut responsable américain qui disait « Je veux détruire l'industrie de défense européenne ». Pour que ce soit uniquement les Américains et donc je puisse faire ce que je veux. Heureusement, fort heureusement, c'est non pas le cas. Et notamment en France, on a une industrie de défense absolument remarquable sur la plupart des chantiers. On a une autonomie assez incroyable et je pense que c'est la voie de l'avenir. Toutes ces contraintes, qu'elles soient dues au président Trump du côté américain ou du président Poutine côté russe, n'a qu'un seul but pour nous, c'est notre autonomie stratégique sur tous les plans. Bien sûr de la défense, et c'était l'objet de cette réunion des chefs d'état-major hier, qu'on en prenne notre destin en main. Bien sûr pas sortir de l'OTAN, adosser à l'OTAN, mais il faut que l'OTAN puisse fonctionner sans les Américains, le cas échéant. Oui, mais la question, après, ça peut-être une question que je poserai à l'ancien ambassadeur de France en Ukraine, c'est la question de présence au sol de militaires, soit casque bleu, soit au nom de l'OTAN. Ça va être la grande question, ça. Et puis, la question de l'aviation. Absolument. Vous qui êtes général d'aviation, ça va être la grande question. Oui, alors je vais répondre à votre question. La première chose, c'est un accord de cessez-le-feu. Je pense que Poutine a tout intérêt à accepter un cessez-le-feu pour commencer des discussions d'un plan de paix, mais ça peut prendre des jours, des semaines, voire des mois. Ça peut être très très long. Et de l'issue de ce traité de paix, s'il y en a un jour, parce qu'on voit ce qui est passé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, on n'est pas loin d'une situation qui pourrait être comme ça. Le plus important, c'est de cesser le feu. Ensuite, il y a trouver un accord de paix, et dans cet accord de paix, il y a cette opération de maintien de la paix, dans laquelle les Américains ne veulent pas participer, mais les Européens peuvent participer. Alors, bien sûr, il faudra quand même quelque part... Mais de quelle manière? Comment est-ce que vous voyez ça? C'est assez simple, en fait. Hein. C'est des troupes au sol et des avions en vol. Les troupes au sol, elles seraient toutes à l'ouest du Dniepr, grosso modo, tout le long de la frontière, avec les donateurs, en termes de pays contributeurs, on appelle ça les contributeurs, bien sûr les Français, les Anglais, les Danois ont annoncé, éventuellement les Allemands, les Polonais, enfin on peut imaginer plein de pays. Est-ce que Donald Trump peut refuser? Est-ce qu'il peut dire « niet » ? Donald Trump ou Donald Trump, Vladimir Poutine, pardon. Est-ce qu'il peut dire non à Donald Trump? Alors, il peut dire non à certaines modalités du plan de paix. Au cessez-le-feu, à mon avis, il n'a pas beaucoup intérêt. Pourquoi? Parce que le président Trump, a lâché beaucoup de choses, en fait. À dire, OK, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, il n'y aura pas d'Américains. Mais si Trump change d'avis, c'est quand même toute la puissance américaine qui est derrière. Donc, à mon avis, il n'a pas intérêt. Il a plus intérêt à jouer la montre avec des négociations et qui soient le plus possible à son avantage. Vous parlez de l'aviation. On peut imaginer les troupes au sol. À défaut de troupes au sol, parce qu'il est possible que les Russes ne l'acceptent pas, on peut aussi imaginer de l'aviation qui fasse une sorte de no-fly zone, notamment sur la partie ouest de l'Ukraine. Et nous, est-ce qu'on a les moyens, nous, Français, d'assurer... Les Européens, oui. Oui, en France, pas que les Français. On a vraiment une industrie d'armement et on a des matériels remarquables. La seule difficulté, c'est qu'on n'a pas d'épaisseur. On manque de munitions, et pour parler de l'aviation que je connais un peu plus, on manque d'aviation de combat. On a passé, il nous faudrait 50 à 100 rafales supplémentaires pour vraiment avoir une taille un peu critique, importante. Par contre, tous les Européens ensemble, ça commence à compter, on a plus de 1200 avions de combat, ça commence à faire quelque chose, et puis on a plus de 1 200 000 soldats quand même. Ouais.
dans ce triangle des Bermudes un peu, parce que le triangle, on voit bien qu'il y a les États-Unis, enfin Trump, et il y a Poutine, et puis il y a les Européens, et puis au milieu, hein, c'est l'Ukraine. Donc c'est un peu ça, parce qu'on demande si l'Ukraine ne va pas disparaître. Donc évidemment que non, en tous les cas, c'est pas ce qu'on souhaite. Est-ce que comment est-ce que vous voyez cette évolution, vous, général? Alors, vous voyez, ça va pencher de quel côté? Alors, moi, je pense qu'il va y avoir un cessez-le-feu. Et on l'espère un plan de paix, mais qui peut prendre beaucoup de temps. Avec, à mon avis, la condition pour le président Poutine, c'est l'éviction de Zelensky. Oui, c'est ce qu'il veut, parce que c'est ce que veut le président russe et le président américain. Mais en même temps, ça l'a renforcé. Mais exactement, ça renforce scène ubuesque qu'on on peut imaginer aussi peut-être à partir du moment où il y a un cessez-le-feu et il y a un début de plan de paix, qui est quand même des élections qui soient faites. Mais le président Zelensky, je pense, est prêt éventuellement à lâcher s'il y a suffisamment de garanties de sécurité pour son pays. Et je pense qu'il y en aura avec cette signature des terres rares, parce que ça, c'est un point important. Quelque part, c'est comme si l'Ukraine donnait une partie de son sous-sol aux États-Unis. Oui, mais en même temps, ici, on a regardé de près. C'est pas gigantesque, hein, les gisements de terres rares en Ukraine. Et surtout, le coût de l'extraction qui est gigantesque, qui va certainement être partagé entre les Américains et les Ukrainiens. Je ne pense pas que ce soit le deal du siècle. Ça, c'est clair. Mais quelque part, un intérêt pour le président Zelensky, c'est qu'à partir du moment où vous avez des industriels américains en Ukraine, comme s'il y avait une partie du sous-sol qui appartenait aux États-Unis, on voit mal les Russes attaquer l'Ukraine dans ce contexte-là. Et quelque part, ne serait-ce que ce deal est pour moi une garantie de sécurité pour l'Ukraine dans le futur. Est-ce que cette fois-ci, l'Union européenne et les pays qui ont envoyé leur chef d'état-major, donc encore une fois, c'est 33 pays, donc c'est très fort, est-ce que c'est eux, nous, est-ce qu'on pourrait dire non à cette trêve, à ce cessez-le-feu qui est en train de décider? Non, on n'a pas les moyens? Non, mais clairement, on n'a même pas intérêt. Clairement, non. Ce qu'il faut, c'est simplement vérifier que dans l'accord de paix, dans lequel les Européens, d'ailleurs, seront plus ou moins quand même inclus, parce que c'est eux qu'on chargera de mettre en œuvre ce plan de paix. On ne peut pas le faire à n'importe quelle condition. Donc là, oui, on a notre mot à dire. Dans le cessez-le-feu, pour l'instant, on ne peut qu'encourager le cessez-le-feu. Tous les pays européens, la France en première ligne, souhaitent un cessez-le-feu, mais évidemment pas un plan de paix au détriment de l'Ukraine à n'importe quelle condition. Oui. Est-ce que vous voyez un vrai rapprochement entre la Russie et les États-Unis? Vous l'avez dit en filigrane, notamment sur le plan économique. Je pense qu'il y a des le langage de Donald Trump. Croisés. Et les deux hommes, en fait, quelque part, je ne sais pas s'ils s'apprécient, mais en tout cas se respectent. Et quelque part, c'est pour ça que je pense que le président Poutine va accepter le cessez-le-feu à un moment donné. Pourquoi? Parce que du coup, il va traiter d'égal à égal avec Trump. C'est une chose dont il a vraiment envie, parce que c'est une question d'ego, de pouvoir traiter avec le président du plus grand pays du monde. Ça le remettrait quelque part en selle automatiquement sur la scène internationale. Dernière question sur cet aspect militaire, général Duttard, c'est qu'est-ce qui, à vos yeux, vous semble très important pour le maintien de l'Ukraine? Est-ce que c'est le renseignement militaire, c'est les troupes au sol, c'est la garantie de sécurité, c'est quoi? Si les combats perdurent, c'est surtout les munitions. Ils ont beaucoup de munitions, à la fois tout type de munitions, bien sûr, des drones armés, des systèmes de défense aérienne. Les missiles Patriot coûtent extrêmement cher. Nous, on a des missiles Samba, enfin les systèmes Samba, et c'est pareil, chacun des missiles, d'autres, tous ces armements. En fait, c'est vraiment des munitions qui leur manquent en premier lieu. Et puis, si possible, plus de moyens de défense aérienne et bien sûr, plus d'aviation de combat. Ouais. On voit le ministre de la Défense française, Sébastien Lecornu, qui est en train de prendre la parole pour expliquer justement comment est-ce qu'il voit les conditions de cet accord et comment est-ce que l'industrie de défense française peut jouer sa partition. Toute dernière question peut-être, est-ce que l'industrie de la défense européenne, et notamment française, elle vous paraît avoir suffisamment de moyens? Parce que vous savez, c'est un peu toute la question, c'est de savoir comment on va financer, comment on va réarmer
l'Europe, mais surtout la France. Vous le savez bien, on a dû le dire sur ces plateaux des dizaines de fois, on a la meilleure industrie aéronautique du monde aujourd'hui. Donc on sait faire des choses remarquables. La seule chose qu'on ne sait pas bien faire, c'est la production en grande quantité. Et je pense que c'est un point sur lequel va insister Sébastien Lecornu demain en réunissant les industriels de la défense. Oui, demain il y a une réunion très, très importante. Un petit mot tout de suite. Vous êtes conférencier dans les entreprises. Oui. Mais chaque fois que vous avoir sur un plateau, c'est très compliqué parce qu'une fois vous êtes à Avignon, à Rennes, machin, parce que vous travaillez pour les grandes entreprises, mais aussi pour des plus petites entreprises. Oui, juste en 2 mots, c'est quoi? Parce que c'est des règles de management, c'est d'appliquer les règles de management de la patrouille de France à l'entreprise, c'est ça? Absolument, exactement. Et en fait, ce sont des principes assez simples, en fait, auxquels toute entreprise est confrontée. Et moi, je le mets en fait noir sur blanc et je leur explique comment les aviateurs ont fait. Et c'est des choses qu'on peut transposer dans n'importe quelle entreprise et pour atteindre la performance en alliant cela au bien-être des collaborateurs. Première règle. Après, non, mais il faut 3 choses. 1, de l'organisation. 2, des principes de travail. 3, du management. L'organisation, c'est très simple. Hein. Il faut un recrutement, intégration, placement de chacun, formation. Et des process de travail qui sont très importants. Préparation, briefing et débriefing. Bon, ça, c'est des choses que les entreprises ne font pas assez. Merci beaucoup, les briefings, très important. Merci d'avoir été là. En tous les cas, nous aider à débriefer.